7h, 10h, tous les vendredis, la dernière ligne droite avec Maude Koffler. La gauche d'aujourd'hui est-elle toujours la gauche d'hier? Idem pour la droite. Qu'est-ce qui a changé? L'électorat a-t-il évolué? Julia Cagé et Thomas Piketty ont tenté d'y apporter des réponses en publiant une histoire du conflit politique, élections et inégalités sociales en France entre 1789 et 2022. Une gigantesque base de données issue des archives nationales passée au crible par nos invités Jérôme Sainte-Marie et François Bousquet. Bonjour messieurs. Bonjour. Jérôme Sainte-Marie, vous êtes sondeur et politologue, président de l'Institut Pollingvox, et François Bousquet, on ne vous présente plus, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Éléments, ainsi que directeur de la Nouvelle Librairie à Paris. Vous vous êtes donc penchés tous les deux sur ce livre qui étudie les questions suivantes. Pour qui votent les classes populaires? Pourquoi observe-t-on une nouvelle tripartition de la vie politique française? Et qui avez-vous trouvé, Jérôme Sainte-Marie? Alors, il faut rappeler que c'est un livre qui fait 850 pages, qui a fait l'objet d'une promotion extraordinaire et qui a mobilisé des équipes très nombreuses pour aller collecter et numériser les données électorales françaises depuis qu'on vote. Ça doit être depuis 1790. Il y a donc une quarantaine d'élections législatives, une douzaine d'élections présidentielles, à commencer par celle de 1848. Et il y a également des référendums. Donc c'est une base de données impressionnante. S'ajoute à cela, par commune, dans chacune des 36 000 communes françaises, des données sur l'instruction, sur la richesse patrimoniale, etc. Au départ, on est très impressionné. Au départ, on se dit, voilà un livre qui va nous apprendre énormément de choses. Et puis après, on se rend compte avec le traitement qui a été fait par les deux auteurs qu'on n'y apprend rien, ou quasiment, et surtout qu'on y apprend du faux. Mais ça, je vais y revenir. On sent votre déception. François Bousquet? On a choisi d'interviewer Jérôme Sainte-Marie dans le dernier numéro d'Éléments, avec une couverture consacrée à Michéa. Donc c'est des personnalités plutôt de gauche, mais une gauche que je qualifierais de conservatrice. Je ne sais pas si Jérôme Sainte-Marie s'y retrouvera. Pourquoi Sainte-Marie? Parce que Sainte-Marie est le théoricien depuis quelques années des deux grands blocs qui se font face aujourd'hui. Le bloc élitaire, la Macronie, et le bloc de la France populaire, ce que Christophe Guilluy et d'autres appellent la France périphérique, mais ça se recoupe très largement. Et il nous semblait que la thèse de Piketty et Cagé sur la question des inégalités, pour résumer, mais comme l'a dit Jérôme, en gros, les pauvres votent à gauche, les riches votent à droite. Ça prend un rebrousse-poil, sinon un rebours, même à angle droit, les travaux de Jérôme Sainte-Marie. Donc il nous semblait que c'était à lui d'abord qu'il fallait faire appel pour essayer de déconstruire ou pas le bouquin de Cagé-Piketty. Il le déconstruit, me semble-t-il, avec raison et très brillamment, avec le brio habituel qui est le sien, cela dit, sans le flatter. Piketty et Cagé désormais, ce sont des divas. Enfin, Cagé moins, puisque c'est la femme de Piketty. Enfin, néanmoins, ils coécrivent leur bouquin ensemble. Ils sont intouchables. Moi, j'ai assorti ça. Je fais l'entretien avec Jérôme Sainte-Marie dans Éléments, mais j'ai assorti l'entretien d'un petit encadré sur la personnalité de Piketty, qui est vraiment très très intrigante parce que c'est un surdoué de toute évidence. C'est ce qu'on appelle un HPI, un haut potentiel intellectuel. Deux parents, mais peut-être que Jérôme me contredira. Ses parents étaient, à ma connaissance, à lutte ouvrière. Absolument. Ouais, c'est ça, Jérôme, ouais. Ouais, et ils ont quitté Paris pour s'installer dans l'Aude, élever des chèvres, etc. Puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient un fils absolument exceptionnel. Très rapidement, ils se sont rabattus sur des grandes villes. Et moi, j'en reviens à cette idée qu'a théorisé, moi qui me fascine, Piketty, qui est la gauche brahmane. Il a théorisé la notion de gauche brahmane. Alors pour nos auditeurs et les téléspectateurs sur YouTube, les brahmanes, c'est la secte sacerdotale en Inde. C'est la secte la plus haute. C'est le premier pouvoir en Inde. C'est le pouvoir des intellectuels, des philosophes, des religieux, des prêtres. En gros, c'est ce qu'il nous dit. Et tout en bas, il y a l'époque cuivrée. L'époque cuivrée, c'est les hors-castes, c'est les ploucs. C'est les ploucs qui votent RN. C'est un renversement complètement d'une lecture raciale. Ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a presque un racisme de classe qui est théorisé par Piketty.
Alors Jérôme Sainte-Marie, dans l'entretien que vous avez accordé à la revue Éléments, vous relevez plusieurs erreurs, notamment cette distinction sommaire des territoires riches et des territoires pauvres, déterminée par les auteurs en fonction des revenus des habitants. À quoi reconnaît-on un territoire riche d'un territoire pauvre? Selon eux et selon vous, peut-être. Oui. Il faut bien souligner que Thomas Piketty a une autre caractéristique, c'est que livre après livre, il utilise des termes marxistes qu'il détourne totalement de leur sens. Et donc, il est souvent attaqué actuellement, notamment à droite, par le fait que c'est quoi ce bouquin marxiste? C'est pas un bouquin marxiste. C'est un bouquin qui effectivement insiste sur les notions de richesse financière, mais c'est pas pour ça que c'est un bouquin marxiste. Loin de là. François Bousquet l'a souligné, dans le livre précédent, il parlait de la gauche brahmane, ce qui est un concept un peu bricolé malgré tout. Et là, effectivement, ils arrivent à une notion qu'ils essayent d'imposer dans le débat, qui serait la gauche et la classe géosociale. La classe géosociale, pour eux, c'est simplement le croisement avec deux grands territoires, la ruralité et le monde urbain d'un côté, et puis par ailleurs les riches et les pauvres. Ça fait donc, il y a deux axes, ça fait 4 cases. Le territoire français serait divisé depuis 2 siècles entre le rural riche, le rural pauvre, l'urbain riche et l'urbain pauvre. On a du mal à croire, si vous voulez, qu'un tel travail arrive à une notion aussi sommaire et aussi absurde. Alors pour qualifier effectivement le fait que le territoire est riche, mais encore une fois, riche, c'est la moitié de la population, c'est quand même extrêmement primaire, eh bien, ils tiennent compte, ce qui est assez légitime, de la richesse foncière, des revenus. Mais par exemple, ils arrivent à une notion des catégories populaires qui seraient, ils parlent même de classe populaire, qui pour eux serait définie par le fait qu'on appartient à la moitié des Français qui ont les revenus les plus bas. Ça fait du monde, ça fait non seulement des ouvriers, des employés, des retraités, des jeunes cadres. Et ils arrivent à ce résultat incroyable que pour eux, parmi les classes populaires, il y a les ouvriers et les employés qui sont au sens strict du terme, les catégories populaires, deviennent une minorité dans ces classes populaires qui n'existent que dans les traitements statistiques qu'ils infligent à leurs données. Alors, en 1 minute, parce qu'on aura le bulletin d'actualité... Dans 1 minute, pour prolonger ce que... Ah bah, allez-y, très bien. Ouais, pour prolonger ce que disait Jérôme Sainte-Marie sur ce marxisme pop, ce faux marxisme, hein. Il y a vraiment aussi un génie publicitaire de la part de Piketty et Cagé, surtout de Piketty. Je ne sais pas s'il avait en tête le film de Cronenberg, History of Violence. Tous les bouquins de Piketty sont construits sur ce schéma-là. Donc ça a une dimension marketing, c'est très bien packagé. Vous me pardonnez dans la radio de la francophonie de parler avec de recourir à des anglicismes. Ouais, mais excusez-moi. Mais c'est très bien mis en scène. Et c'est d'où l'efficacité redoutable. Il a vendu ses bouquins à 3, 4, 5 millions. Ils ont été adaptés au Cinoche, etc. D'accord. Laissez-moi une seconde quand même peut-être, pour bien montrer le caractère aberrant du livre. Ça a été souligné, mais je le rappelle, les auteurs affirment que seuls 3% du vote Rassemblement national s'expliquerait par le rapport à l'immigration. Si vous voulez, quand vous arrivez à un tel résultat aussi aberrant, vous devriez vous interroger sur la méthode que vous avez suivie. Bien entendu, le vote du Rassemblement national, qui est un vote très populaire désormais, s'explique par 2 grandes dimensions. Le sentiment de ne pas s'en sortir dans la société, certes, mais d'abord et surtout, bien sûr, le rapport à la mondialisation et plus précisément à l'immigration. On poursuit cette conversation juste après le bulletin d'actualité de Marie Falicon. Alors, on caricature beaucoup les électorats de gauche et de droite. Quelle est leur analyse de l'électorat mélenchoniste? Leur analyse, je parle de l'analyse des 2 économistes qui ont publié ce livre. Donc, quelle est leur analyse de l'électorat mélenchoniste, par exemple, et quelle est la vôtre, Jérôme Sainte-Marie? Alors, ce qui est très curieux dans ce livre, parce que, vous savez, c'est un livre qui est construit d'une manière téléologique, c'est-à-dire qu'ils ont une thèse, et ensuite, ils vont mettre 800 pages et essayer de l'étayer. On a là vraiment, quand on le lit, on comprend bien que les conclusions existaient avant le début de la recherche. Leur explication, donc, ils veulent avant tout, c'est Piketty, c'est Cagé, ils veulent avant tout expliquer le comportement électoral des catégories populaires par l'insuffisance des services publics. Et ce sont des gens qui sont obsédés par la fiscalité. Et pour eux, si vous voulez, c'est pas des révolutionnaires, hein, c'est des sociodémocrates. Ils ont soutenu Benoît Hamon. Piketty a voté oui, par exemple, en 2005 au référendum. Ils ont soutenu Hollande. C'est pas des révolutionnaires, mais c'est des acharnés de la pression fiscale, en quelque sorte, de la redistribution. Et donc, ils essayent de considérer que si les Français de catégorie populaire, ils sont bien obligés de constater, votent quand même largement
pour le Rassemblement national, c'est à leurs yeux, parce qu'ils habiteraient dans des espaces ruraux, mal desservis par les services publics. Alors Christophe Guilly et d'autres ont écrit là-dessus. Il y a forcément une part de vérité, mais c'est bien insuffisant. Ils ne veulent pas comprendre que si ce qu'ils appellent les urbains pauvres votent Mélenchon et les ruraux pauvres votent Marine Le Pen, c'est pas seulement parce qu'ils habitent sur des territoires différents. C'est tout simplement parce que, dans un cas, vous avez des gens qui profitent de la mondialisation, notamment s'ils sont d'origine immigrée récente et extra-européenne. Ça aussi, Guilly l'avait montré. Et dans les autres cas, vous avez ce monde des classes moyennes appauvries, des classes populaires, ce qu'on appelle parfois les petits blancs, qui, pour différentes raisons, ont quitté le monde des métropoles. Dernière chose, quand ils parlent de ruralité, il y a une forme d'arnaque là aussi, puisque pour eux, la ruralité, ça va des communes rurales jusqu'au bourg de 100 000 habitants. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde dans cette ruralité. François Bousquet? Oui, comme le dit Jérôme Sainte-Marie, les indicateurs sont assez grossiers. Là, si la ruralité, c'est 100 000 habitants, la ruralité, c'est en ville, en réalité. Oui, alors comme... Ils ont mis la ville à la campagne, vous voyez, c'est bien. Ouais, c'est l'inverse. On fait l'inverse, voilà. C'est un livre qui fait 1 kilo. Donc, moi, je n'ai fait que le survoler, ce livre-là. Et donc, j'ai sollicité Jérôme Sainte-Marie pour ses éclairages. Et je demande à Sainte-Marie si c'est pas finalement une aubaine pour le Rassemblement national. C'est une de nos questions, et c'est aussi un peu ma question. Je vais la développer, parce qu'à la fin, comme Jérôme Sainte-Marie le rappelait, c'est 3 points. Ce qui explique le vote, l'immigration n'explique que pour 3 points le vote RN. Ce qui est surréaliste. Mais donc, ça veut dire qu'à la fin des fins, le RN est un parti qui n'est plus d'où l'extrême droite. Alors, ce livre a été intéressant pour bien comprendre la sociologie actuelle des sociologues, c'est-à-dire de l'université française. Ce livre n'a été, pour ainsi dire, il y a énormément d'erreurs de méthode. Tous les historiens, par exemple, sont déchaînés contre la vision qu'ils donnent des 2 derniers siècles. Ils ont mis l'ensemble de la vie politique depuis 2 siècles dans les cases centre, gauche et droite, ce qui est incroyablement là aussi primaire, etc. Mais pourtant, les seules critiques véhémentes qui ont été formulées par des universitaires, c'est sur le point que vient de rappeler François Bousquet. Ils disent, mais attention, si vous dites que le vote RN ne s'explique pas par l'immigration, vous êtes en train de dédiaboliser le vote RN. Et ça, c'est insupportable. Donc, le débat qui aurait dû être scientifique ne l'a absolument pas été. D'une certaine manière, moi, je suis un peu à contre-emploi, puisque, par ailleurs, ça n'a pas été rappelé, mais je m'occupe de la formation des cadres du Rassemblement national. Et quelque part, pour ce parti, ce livre est pain béni, puisque ça achève, même sur des bases, à mon avis, erronées, mais ça achève la dédiabolisation. Et comme par ailleurs, j'ai un peu écrit sur le Bloc populaire, je crois que la dimension sociale est à prendre en compte, tout ça ferait que, du point de vue des effets politiques de ce livre, je devrais être plutôt satisfait. J'avoue avoir quand même une certaine intégrité intellectuelle, et même si, au fond, ces conclusions, politiquement, m'arrangent plutôt, je trouve que c'est un crime contre l'esprit, tout simplement, ce livre. Faut dire les choses. Et le fait qu'il ne soit pas contesté dans le monde universitaire tient à 2 choses. D'une part, à une connivence idéologique du monde universitaire avec les auteurs. Au fond, ils sont très contents, très rassurés par ces conclusions. Et d'autre part, par le fait que ces auteurs ont déployé une puissance maintenant dans le monde universitaire, dans le monde médiatique, même une puissance financière à travers les fonds qu'ils arrivent à collecter pour mener leurs recherches. Bravo à eux par ailleurs. Mais ce qui fait qu'ils intimident tout le monde, en fait. C'est les super mandarins. Et c'est pour ça que ça m'a paru important de consacrer du temps à la lecture et à l'analyse de ce livre. C'est que je pense que Piketty et Cagé, c'est des gens importants. C'est des gens importants dans le monde intellectuel. Il faut en tenir compte. À mon avis, ils sont vraiment très, très critiquables. Autre dimension qu'on pointe, enfin que Jérôme Sainte-Marie pointe, mais pas lui seulement, Macron et Marine Le Pen également, c'est que Piketty et Cagé s'acharnent à maintenir la pertinence du clivage droite-gauche. Moi, j'y suis très attaché à titre individuel, à titre anthropologique, à titre philosophique, mais j'ai bien conscience que c'est pas le clivage le plus opérationnel pour déchiffrer la carte électorale en France. Eux, ils le maintiennent en permanence. À telle enseigne, c'est ce que nous dit Jérôme Sainte-Marie dans l'entretien, c'est qu'ils dégagent un bloc. LR, Reconquête,
Rassemblement national. Ça n'est pas la même sociologie. Genre, que la sociologie du Front National évolue, elle évolue, de fait, elle évolue. Il y a des fonctionnaires qui l'intègrent, etc. Mais il y a d'abord une sociologie populaire qui n'a rien à voir avec la sociologie des grandes villes, hein, la sociologie des grandes banlieues bourgeoises. Hein. Donc ils veulent maintenir leur grille de lecture, comme le disait Jérôme Sainte-Marie. La théologie, c'est que on veut faire coïncider notre conclusion avec faire partir toutes les prémices sur la conclusion qui a déjà été posée. Alors, Mais François Mousquet, c'est mieux que ça, parce qu'en fait, ils ont réalisé, dans le cas de leur livre, de manière totalement artificielle, en quelque sorte, l'union des droites, tant attendue par beaucoup. Ils vont même plus loin, puisqu'en fait, ce bloc qu'ils appellent national patriote, dans lequel ils mettent la droite classique, désormais Reconquête, et puis, bien sûr, le FN, puis le RN. Pour eux, ce bloc, il existe depuis 1992. Alors, on s'en était pas rendu compte, mais depuis 1992 jusqu'à maintenant, il y aurait ce bloc qui n'est pas un bloc. Moi, j'ai travaillé sur la notion de bloc, la notion gramscienne de bloc. Il n'y a pas d'alliance électorale entre ces gens-là. Ils n'ont pas la même sociologie. Ils prennent des positions, notamment sur la question européenne, qui sont très différentes. Récemment, on a eu une élection présidentielle. Eh bien, la droite a appelé à voter pour Emmanuel Macron dès quelques secondes après le résultat du premier tour. Sur la question comme la réforme des retraites, on voit bien que là, ces trois composantes sont différentes. Alors, peut-être qu'un jour, ces trois composantes, et peut-être certains auditeurs l'espèrent, ces trois composantes vont s'unir. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, tout est dans le livre et comme ça, c'est-à-dire que du haut de leur chaire universitaire, ils composent une histoire électorale alternative. Alors là, ils ont créé ce bloc des droites parce que pour eux, c'est le bloc des méchants, en fait. C'est le bloc des gens pas bien. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que la seule chose qui unifie ces trois composantes, en réalité, quand on regarde des études d'opinion, ce qui est un peu mon métier, eh bien, c'est le rapport à l'immigration. Mais comme dans le même temps, les auteurs dénient toute importance à cette question identitaire ou à cette question migratoire, on bascule dans un univers totalement absurde. Donc, c'est vrai que ce livre, encore une fois, il est vraiment... Je conseille pas forcément sa lecture. Je conseille quand même d'aller voir peut-être tout ce qu'il raconte sur l'évolution des communes françaises. Encore une fois, il y a un travail qui a été formidable, qui est plutôt intéressant notamment sur le 19e siècle, au début du 20e. Mais dès qu'ils arrivent dans des extrapolations politiques, ça devient un livre purement idéologique et au sens le plus pauvre du mot idéologique. Ah oui, effectivement, vous n'êtes pas tendre. Et vous dites que ce livre a eu beaucoup de succès auprès de la NUPES. Oui, bien sûr, parce que c'est un peu l'habillage, en quelque sorte, universitaire du déni que font les gens de gauche par rapport à la question migratoire. Ils passent leur temps... Ça m'a beaucoup amusé, vous voyez, que vous ayez introduit l'émission par Fatal Picard. Fatal Picard, c'est un groupe cher à François Ruffin. Et au fond, ce livre... c'est la traduction universitaire du discours de Ruffin, qui depuis sa Picardie se demande pourquoi est-ce que les Picards ne votent plus à gauche alors qu'ils sont assez pauvres et qu'ils votent désormais, sauf dans sa circonscription, pour le Rassemblement national. Et alors il cherche dans ses bouquins, dans ses discours, mais c'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'effectivement il y a c'est d'ailleurs, on peut très bien avoir une analyse anticapitaliste qui intègre le phénomène migratoire. Eh bien, ces catégories populaires laborieuses sont concurrencées dans leur logement, dans le monde scolaire, dans l'emploi par l'immigration. Mais comme Ruffin est de gauche et qu'il veut pas mécontenter, il veut pas désespérer Tolbiac en quelque sorte, eh bien, il ne se permet pas de prononcer le mot immigration. Les auteurs, c'est pareil. Alors du coup, je me suis infligé quand même la vidéo de la réception des auteurs par la NUPES, plus précisément par la France Insoumise, par l'Institut La Boétie. Vous aviez des centaines de gens qui étaient là, visiblement c'était des profs plus ou moins à la retraite, et qui applaudissaient à tout rompre des tableaux auxquels visiblement ils ne comprenaient pas grand-chose. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui est important, c'est que des gens, des mandarins, viennent leur dire, des brahmanes, en quelque sorte, eh bien, viennent leur dire, vous avez raison de ne pas vouloir savoir. Vous avez raison d'ignorer ce qui se passe, et vous en faites pas. Si on a un discours ambitieux sur les services publics, alors ça tombe bien, dans la salle, tout le monde est prof, donc tout le monde dépend de l'argent public, eh bien, si on a un discours ambitieux sur l'argent public, si on fait payer plus d'impôts aux riches, etc., tout va s'arranger, et par un miracle assez incompréhensible, les catégories populaires vont s'unir autour d'un programme de gauche, et la gauche, en fait, va bien s'en sortir. C'est malheureusement pour eux, c'est le contraire qui se passe, je le rappelle. 36% des ouvriers et des employés ont voté Marine Le Pen dès le premier tour, et ces chiffres, d'après les sondages,
se sont encore amplifiées. Et enfin, au second tour, vous avez 57% des ouvriers et 67% des employés qui ont voté Marine Le Pen. Ces tendances ne sont pas prêtes de s'inverser, si j'en juge par les discours tenus à gauche, en politique comme à l'université. François, Un mot sur Ruffin. Ruffin a fait l'aveu une seule fois, vraiment, dans le bouquin, je ne sais pas si Jérôme Sainte-Marie l'a en tête, qu'il a sorti après la présidentielle. Non, pas après la présidentielle, après les législatives. Je vous écris du front de la Somme. Front de la Somme, très bon titre, sur la bataille de la Somme et sur le front de la Somme, où il dit qu'il a fait 2 campagnes. Il a fait une campagne dans les quartiers nord d'Amiens, à destination d'un électorat plutôt arabo-musulman, sur une ligne mélenchonienne ou mélenchoniste, indigéniste, etc., racisé, décoloniale, et une autre campagne dans le périurbain. Dans le périurbain, il dit que Marine a raison. Il en fait l'aveu. Alors évidemment, c'est Ruffin. Il avance d'un pas, il recule de 10 pas. Juste après, il nous explique qu'il est social-démocrate, comme le dit Jérôme, Jérôme Sainte-Marie. Comme le dit Jérôme Sainte-Marie, ne lisez pas le bouquin de Piketty, c'est 1 kilo, c'est casse-pied. Achetez l'élément, l'entretien, je fais la promotion, mais l'entretien de Jérôme est lumineux et limpide. Et moi, je retiens une formule, c'est que vous dites, Jérôme Sainte-Marie, que c'est la validation. Ce que les gens viennent chercher, les dont je vous parlais là, les profs du supérieur à la retraite, ils viennent chercher la validation universitaire, savante, intellectuelle de leur propre déni. C'est ça qu'ils viennent chercher. Le déni, c'est le déni de la question migratoire et de la question sociale, et de l'articulation de l'une avec l'autre. Alors, je suis désolé parce que François Bousquet est très aimable à mon égard, mais je vais quand même ajouter quelque chose. C'est que peut-être que ces gens de gauche, c'est tous ces gens qui se pressent dans les conférences de Piketty et Cagé, ils vont chercher aussi autre chose. Ils vont chercher l'espérance que le clivage gauche-droite perdure et a une forme d'éternité. Alors là-dessus, on a un petit différent avec François Bousquet sur la pertinence historique de ce clivage, mais ça traverse tout le livre. Encore une fois, pour eux, à partir de la Révolution française, toutes les forces politiques, tous les débats s'organisent sur cette question gauche-droite, etc. Alors, parfois, à la marge, ils concèdent que, en fait, le contenu des affrontements politiques a beaucoup changé. Ça peut être le rapport à l'Église catholique, ça peut être autre chose, ça peut être les impôts, etc. Mais eux, ils veulent à tout prix croire que la gauche, la droite sont des notions éternelles. Ce qui est d'ailleurs démenti par leur propre action, parce qu'il m'a pas semblé qu'ils étaient si opposés que ça à Emmanuel Macron. Mais ce qu'ils aimeraient, c'est un Emmanuel Macron de gauche, quoi, grosso modo. Mais encore une fois, j'ai utilisé cette expression dans l'article, ils mettent en quelque sorte la vie électorale française sur un lit de Procuste. Ce lit de Procuste, c'est vraiment la gauche et la droite. Et donc, forcément, ça rentre mal. Et ils tordent les faits, les électoraux en tous les sens pour essayer de prouver que tout s'explique par cette opposition éternelle de la gauche et de la droite, et que ce qui va pas actuellement, c'est qu'il n'y a plus une vraie gauche et une vraie droite. Bon, c'est leur point de vue, mais moi j'avoue que j'ai du mal à y adhérer. En tout cas, c'est pas les thèses que j'ai défendues. Je crois qu'on est effectivement dans un moment depuis assez longtemps où cette opposition gauche-droite a été dépassée par autre chose. Alors, Jérôme Sainte-Marie, on a vu que l'électorat de la France insoumise s'était communautarisé, on va dire. Selon vous, à force de subir ce choc de civilisation, de culture, serons-nous bientôt face à 2 autres blocs, mais 2 blocs seulement, une gauche islamisée face à une droite nationaliste? Alors, faut être prudent sur cette question faut sortir des polémiques. Faut être prudent quand on analyse le vote de la France insoumise. C'est pas un vote islamo-gauchiste en réalité. Faut dire les choses. Vous avez des leaders qui tiennent des propos islamo-gauchistes, mais il y a toute une rhétorique facile dans les adversaires de la France insoumise qui dit que c'est le vote des musulmans, quoi, grosso modo. Faut dire les choses. Quand on parle de communauté, c'est ça que les gens veulent dire. C'est pas possible, même statistiquement. Vous avez 7 millions de gens qui votent à peu près pour la France insoumise. Peut-être, et même certainement, il y a là-dedans des gens qui sont musulmans, qui ont, à ma connaissance, le droit de vote, ils ont le droit de voter, et beaucoup de musulmans ne votent pas en tant que musulmans, pas plus que les électeurs catholiques ne votent tous qu'en tant que catholiques. Il faut quand même rendre justice à tout le monde. Et sauf qu'évidemment, au niveau local, en Seine-Saint-Denis, etc., on voit bien que des positions sont prises pour satisfaire cette part du vote de la France insoumise, du vote NUPES, qui est un vote communautarisé. Mais encore une fois, tout le vote musulman n'est pas un vote communautaire, loin de là. Et par ailleurs, vous avez énormément de gens qui votent encore à gauche. Ça, il faut le rappeler.
c'est à peu près un tiers des électeurs qui votent à gauche. Alors pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de gens qui dépendent de l'argent public en France, vous avez beaucoup de fonctionnaires et de retraités de la fonction publique. Ces gens-là, en plus, votent plus que les autres, et la gauche n'a pas disparu. Et si on vote à gauche, essentiellement en France, c'est pour des questions économiques et sociales. De ce point de vue-là, ils n'ont pas tort de le rappeler du côté de, de Piketty et Cagé. Ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est qu'en fait, le vote populaire n'est plus tellement à gauche, mais à gauche, il reste du monde. Il reste le monde de la petite bourgeoisie. C'est assez simple, en fait, hein. C'est un bloc petit bourgeois, si on préfère, aidé par un vote issu de l'immigration extra-européenne. D'un point de vue démographique, le vote issu de l'immigration extra-européenne va naturellement se développer. Mais pour l'instant, jusqu'en 2022, même si 67% des musulmans qui ont voté pour Mélenchon au premier tour, ce qui est considérable, ça n'explique pas inversement l'importance du vote à gauche actuellement. François Bousquet. Ouais, c'est simplement, oui, certes, c'est sur cette question du vote musulman. D'abord, c'est les taux d'abstention qui sont les plus considérables dans cet électorat-là. Mais de fait, il y a, Jérôme Sainte-Marie l'a dit, il y a eu quand même un survote musulman en Seine-Saint-Denis, on l'a vu aux législatives. Mais en réalité, ce sur quoi on n'insiste pas, c'est le survote auprès de Macron, le vote musulman. Alors, dans les ordres de grandeur qui sont quasi identiques à Mélenchon, je le redis, c'est d'abord un électorat abstentionniste. Mais je crois que on frôle les 80% au deuxième tour pour Macron. Donc là, il y a vraiment un survote. Moi, je rajouterais dans cette sociologie, mais je dépasserai le cadre de LFI et de Mélenchon, parce que je parlais de la NUPES. Parce que s'y agrège à la NUPES une partie des socialistes, en tout cas fort, et surtout Europe Écologie Les Verts. Et c'est quand même une nouvelle sociologie citadine. C'est ce que on fait un grand dossier sur Michéa, et c'est ce que Michéa appelle l'ethnocentrisme métropolitain. On retombe à la fois sur les travaux de Jérôme Sainte-Marie, sur les travaux de Christophe Guilluy, sur les travaux de Pierre Vermeuren. Il y a vraiment une France métropolitaine. Si vous excluez Toulouse, dont on peut dire que c'est le centre droit, toutes les majorités municipales reposent sur des alliances qui vont des insoumis aux socialistes. Donc ça, c'est le cœur. Alors, je sors de LFI, je le dis bien, je sors de LFI. Mais c'est le cœur de la NUPES. Donc il y a vraiment, pour le coup, le rat des champs et le rat des villes. Enfin, le rat des champs, c'est plus le rat des champs, c'est le rat du périurbain, c'est le rat de la périphérie, c'est le rat des villes décentralisées. C'est pas la France rurale dont parlent Piketty et Cagé. Mais c'est quand même une nouvelle sociologie, je le redis, qui englobe la NUPES, mais qui est centrale. Mais vous parlez de la NUPES, mais est-ce que l'électorat est vraiment le même entre LFI et le Parti communiste, par exemple? Alors, le Parti communiste, son vote, et je sais bien qu'on aime bien Roussel, notamment à droite, mais il y a quand même pas grand monde qui vote pour Fabien Roussel, quand même, faut le rappeler. Il a une part de médias qui est assez aberrante par rapport à son poids réel. Vous avez une différence entre l'électorat de la France insoumise et les autres électorats, notamment au niveau de la jeunesse. C'est-à-dire que l'électorat socialiste, ou même écologiste, est plus vieillissant désormais. Vous avez une jeunesse scolarisée qui vote, vous savez, eux, ils se désignent comme un télo précaire. À mon avis, ils sont plus précaires qu'un télo. Mais enfin bon, c'est une jeunesse scolarisée, frustrée parce que bon, c'est la massification scolaire, ils trouvent pas leur place dans la société. Et c'est un peu, vous savez, la gauche du canal Saint-Martin, que je connais bien, j'habitais à côté. C'est des gens qui gagnent pas trop mal leur vie, si on raisonnait à l'échelon national, mais qui arrivent pas à se loger correctement et qui pensent que la société ne récompense pas suffisamment leur niveau de diplôme. Mais vu la massification scolaire, ça fait un monde fou. Ces gens qui ont suivi des études générales et qui n'ont pas de débouchés réels, en tout cas pas à la hauteur de leurs ambitions. Eh bien, tous ces gens-là ont tendance à voter à gauche. Encore une fois, pour moi, la gauche, c'est un vote petit bourgeois aujourd'hui. Il faut vraiment souligner cela, qui est comme en train de se constituer en bloc, c'est-à-dire avec des groupes auxquels il s'allie très clairement. Cette petite bourgeoisie urbaine, tout ce qu'a dit François Bousquet là-dessus est entièrement juste, fait une forme d'alliance de fait avec le vote issu de l'immigration. Mais eux, il y a une différence majeure, c'est que la population immigrée est en réalité en promotion sociale extrêmement rapide. On quitte beaucoup la Seine-Saint-Denis en réalité, et Saguier aussi le rappelle, c'est des gens qui sont dans une certaine dynamisme social. Alors, au premier tour, ils votent à gauche parce qu'ils ont encore besoin des aides sociales, et puis ils sont beaucoup polarisés face à Éric Zemmour, par exemple.
mais au second tour, ils votent très facilement pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne s'y trompe pas, c'est-à-dire que c'est tous les gagnants, chacun à son niveau, bien entendu, de la mondialisation. Et de l'autre côté, c'est tous les perdants, ou en tout cas ceux qui se considèrent comme tels, de la mondialisation. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est durable, parce que derrière toutes nos analyses, en réalité, je crois qu'il y a une question prospective importante, c'est est-ce que le macronisme va survivre au passage au pouvoir de Macron? Est-ce que le macronisme, c'est un peu comme le bonapartisme, si vous voulez, quand Napoléon III a été renversé, enfin est parti, eh bien, il n'y a plus de bonapartisme réellement. Beaucoup de gens pensent ça, et que donc on va retourner au bon vieux clivage gauche-droite. Moi, il me semble que si on analyse les phénomènes qui sont à la base des évolutions électorales différentes, en tout cas c'est un pari que je fais, le macronisme devrait se survivre à lui-même. En tout cas, le macronisme devrait exister sous une forme différente, avec cette alliance de second tour où l'immigration joue un rôle important. Merci messieurs, merci François Bousquet, Jérôme Sainte-Marie. François Bousquet, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie, et Jérôme Sainte-Marie, sondeur et politologue, président de l'Institut Pollingvox. À très bientôt.